Très bien. Donc, on va commencer aujourd'hui notre deuxième séance de coaching donc relative aux immobilisations corporelles. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, c'est une séance de coaching. On va voir, on va consolider les acquis. Donc, on va faire une petite donc, révision donc, de la norme, des principales parties. Donc, on va pratiquer. Donc, on va voir quelques cas pratiques pour l'acquisition, pour la mise en service, pour le suivi de clôture, pour les dépréciations. On va approfondir quelques points délicats, donc tels que le coût d'entrée, l'amortissement, dépréciation, la réévaluation et les cessions. Et on va aussi lever quelques confusions donc fréquentes qu'on va les voir. Donc voilà notre déroulement de notre séance. Donc en fait, les immobilisations corporelles, donc ils sont répartis sur 3 séances. Donc aujourd'hui, donc on va essayer d'avancer au maximum donc avec cette présentation des résumés de la norme et on va faire donc quelques cas pratiques. Donc dans le résumé, donc on va voir donc reprise des notions fondamentales abordées donc dans les vidéos dans notre plateforme Talentis Expert Academy. Qu'est-ce qu'une immobilisation corporelle? Qu'est-ce qu'une immobilisation corporelle? La définition d'une immobilisation corporelle. Donc, on a dit l'immobilisation corporelle, c'est un actif physique détenu pour être utilisé dont la production, la fourniture de biens, la location ou l'administration et dont la durée d'utilité ou bien d'utilisation est supérieure à un exercice. Donc, 3 éléments clés à vérifier. Donc, tout d'abord, il faut qu'il y ait l'existence d'une substance physique. Donc, c'est un bien tangible. Donc, c'est l'opposé pour les immobilisations corporelles. Donc, l'existence, la substance physique, ça, c'est le premier élément donc, à vérifier. Deuxième élément, usage durable. Et donc, c'est pas de l'activité. Donc, elle est détenue, en fait, non pas pour une revente. Donc, elle est détenue pour l'activité de l'entreprise. Donc, sinon, s'il est détenu pour une revente, donc il sera classé comme étant du stock. Troisième élément, donc clé, c'est plus d'un exercice, donc il va être utilisé donc pour une longue période. Donc sinon, aussi, on va le comptabiliser en charge. Donc s'il est utilisé pour un seul exercice, donc on va le comptabiliser en charge. Donc 3 éléments à vérifier pour qualifier donc un bien comme étant une immobilisation corporelle. Substance physique, d'usage durable et plus d'un an. Les conditions de comptabilisation d'un actif. Donc, au niveau des slides, au niveau de présentation, on a précisé qu'il y en a 2 conditions à vérifier. Donc, pour qu'un bien soit comptabilisé, donc en immobilisation, donc 2 conditions qui sont cumulatives. Donc, doit être vérifiées. Tout d'abord, il faut que le bien soit capable de générer des avantages économiques futurs. Donc, il est probable que les avantages économiques futurs associés à l'élément reviennent à l'entreprise par la production, par une économie de coûts ou bien revenu locatif. Donc ça, c'est la première condition, avantage économique futur, capacité de générer des avantages économiques futurs. Deuxième condition, coût mesurable d'une manière fiable. Donc le coût de l'élément peut être évalué de façon fiable, c'est-à-dire on dispose de factures, de contrats, de devis, d'une comptabilité analytique pour une production interne. Donc 2 conditions qui sont cumulatives. Une des conditions non validées, donc le bien ne peut plus être comptabilisé en actif. D'accord? Donc là, en fait, il y en a quelques seuils de signification pour les éléments, par exemple, donc les biens, par exemple, un agrafeuse, donc qui vérifie les 2 conditions, donc dans l'avantage économique et le coût mesurable, mais par mesure de simplification, vu le coût n'est pas significatif, donc on les incorpore en charge pour simplifier. Les grandes catégories d'immobilisation. Donc au niveau de compte immobilisation, on va trouver les terrains, les constructions, les installations techniques, le matériel de transport, le mobilier de bureau et les immobilisations en cours. Terrain, donc que ce soit terrain nu, terrain aménagé, sous-sol, carrière, amortissable en général non, sauf pour les carrières, donc il devient
amortissables. Sinon, terrain nu, terrain aménagé, donc tout ça, ils ne sont pas amortissables. Construction, donc on va trouver les bâtiments, les ouvrages d'infrastructure, les agencements. Les installations techniques, on va trouver les machines de production, les équipements industriels. Matériel de transport, on va trouver voitures, camions, véhicules utilitaires. Immobilier de bureau, donc tout ce qui est bureau, ordinateur, photocopieur. Immobilisation en cours, c'est tout ce qui est construction et installation en cours d'achèvement. Donc c'est la construction qui est réalisée par l'entreprise pour elle-même. Et concernant l'amortissement, il y en a une particularité pour ces immobilisations en cours, c'est qu'en fait, on doit attendre jusqu'à la mise en service de l'immobilisation. Donc l'amortissement des immobilisations en cours, donc ça va commencer avec la mise en service de l'immobilisation en cours. Un point donc à retenir aussi concernant l'acquisition. Donc le terrain et la construction doivent être séparés comptablement, même s'ils sont achetés ensemble. Donc quand vous achetez par exemple donc une construction bâtie sur un terrain, donc il ne faut pas comptabiliser les deux donc, dans un seul compte. Pourquoi? Parce que vous avez le terrain qui n'est pas amortissable et la construction qui est amortissable. Et donc, même si le contrat ne précise pas donc la distinction entre terrain et construction, là, on doit chercher une méthode de défalcation du montant global. Donc, nous avons acheté terrain plus construction pour, par exemple, 300 000 euros. Donc là, on doit chercher les justes valeurs de chaque élément et on va déterminer un pourcentage de la valeur, de la juste valeur de terrain par rapport au total et juste valeur de construction par rapport au total. Et on va appliquer ces pourcentages au prix d'achat, d'accord, pour faire sortir la valeur du terrain du coût global de l'acquisition. Pourquoi? Parce que le terrain, il est non amortissable. Sinon, donc vous allez commettre l'erreur d'amortir donc la totalité de l'achat qui inclut déjà un terrain qui n'est pas amortissable. Donc là, il faut faire attention. Cycle de vie d'une immobilisation. Durant une immobilisation, donc qu'est-ce qu'on peut trouver donc durant le cycle de vie d'une immobilisation? Ça va être des entrées, ça va commencer par entrée, donc que ce soit une production ou bien une acquisition, donc on a acheté, ou bien on a produit une immobilisation. La mise en service, donc ça c'est un élément aussi très important, c'est une date très importante concernant la mise en service parce que l'amortissement doit commencer à partir de la mise en service du bien. L'immobilisation, l'amortissement, donc la fête générateur, date de départ de l'amortissement, c'est toujours la mise en service du bien et non pas l'acquisition. D'accord? Quand est-ce qu'il devient opérationnel? Par la suite, donc, durant la vie de produit, on va appliquer des amortissements. Et aussi, on est tenu de faire des tests de dépréciation, donc fin de chaque année, s'il y en a des indicateurs de dépréciation. Donc là, on parle de provision pour dépréciation. Et aussi, cinquième élément dans le cycle de vie d'un bien, donc c'est la sortie. La sortie, soit par une scission, donc on a vendu le bien qu'on utilise, ou bien la mise en rebut, donc le bien n'est plus utilisable, et donc on l'a mis en rebut. Donc, question comptable à chaque étape, entrée, à quel coût retenir, quels frais inclure ou exclure, faut-il décomposer par composant. Donc, au moment de l'entrée, ce sont les questions qu'on doit poser. Quel coût à retenir? Donc l'entrée de mobilisation doit être réalisée pour quel coût? Donc ça, on va voir la formule. Quels frais inclure et ou exclure? Donc il y en a des frais qu'on peut inclure dans le coût et il y en a des frais qu'on doit exclure de coût. Faut-il décomposer par composant? Oui, dans certains cas, lorsqu'en fait l'élément acquis, donc il est composé de composants qui n'ont pas les mêmes durées de vie. Par exemple, on va acheter donc usine. Donc là, on va trouver une construction métallique dont la durée de vie, par exemple, de 20 ans. Une construction, par exemple, en béton dont la durée de vie de 40 ans. Donc là, voyez, en fait, on a des composants qui n'ont pas même durée de vie. Et donc, pour ne pas amortir globalement,
Donc, on doit décomposer donc, le bien en composants et on applique des amortissements spécifiques à chaque composant. On va voir tout à l'heure, donc, exemple. Aussi, question en mise en service. Donc, à quelle date démarre l'amortissement? Donc, c'est point souvent confondu avec la date d'achat. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de commencer l'amortissement à partir de date d'achat. Donc, il faut attendre la date de mise en service. C'est à partir de ce moment-là qu'on démarre l'amortissement. Par la suite, suivi amortissement. Donc, quelle méthode d'amortissement? Donc, au niveau de normes, on a vu qu'il y en a pratiquement trois méthodes d'amortissement. Donc, il y en a la méthode d'amortissement linéaire, la méthode d'amortissement dégressive et la méthode d'amortissement selon l'utilisation. Quelle durée utiliser pour amortir et quelle valeur résiduelle? Donc, on a vu aussi au niveau de la norme que la base de l'amortissement, on doit calculer pour appliquer l'amortissement, c'est un taux fois une base, la base d'amortissement. La base d'amortissement, donc, c'est donc tout ce qui est coût, mais on doit déduire donc la valeur résiduelle. On doit déduire la valeur résiduelle. Ça, au niveau de base d'amortissement. Le test, donc pour tout ce qui est dépréciation, donc test, y a-t-il un indice de perte de valeur? Donc au niveau de la norme, donc elle a précisé que le test de dépréciation, c'est pas automatique pour les immobilisations, donc on n'est pas tenu de faire chaque année des tests de dépréciation, mais en fait la norme, elle nous dit s'il y en a des indices de dépréciation, en ce moment, en ce moment-là, vous devez faire les tests de dépréciation. Donc les tests de dépréciation sont conditionnés donc, par l'apparition des indices de dépréciation. Et donc, il y en a donc là à comparer. Donc, la valeur recouvrable et la valeur nette comptable. Ici, la valeur nette comptable, on va la trouver supérieure à la valeur recouvrable. En ce moment-là, on doit constater une dépréciation. Cinquième question, mot de sortie. Donc, comment solder l'immobilisation et ses amortissements, les plus-values, moins-values. Donc, à la sortie d'une mobilisation, certainement, on doit solder donc, le compte immobilisation, on doit solder le cumul des amortissements et normalement, une opération de sortie, on va trouver soit de plus-value sur cession ou bien moins-value sur cession. On va essayer de répondre à ces questions. Coût d'entrée et composants. Donc là, donc premier thème délicat, donc c'est là que se jouent les bases. Les bases, c'est-à-dire la valeur brute de l'immobilisation. D'accord? Donc une erreur sur le coût d'entrée se propage sur toute la durée de vie de l'immobilisation. Vu que l'immobilisation elle sera amortie sur une longue période, et donc si la base de départ elle est erronée, donc on va appliquer des taux d'amortissement, on va appliquer donc un taux d'amortissement sur une base erronée. D'accord? Et donc, ça va impacter donc, plusieurs exercices. Donc là, c'est la première étape qu'il faut faire attention au niveau des coûts des composants et des coûts et composants, coûts d'entrée et composants. Voilà donc la formule générale concernant le coût d'acquisition. Donc, c'est le prix d'achat net plus tout ce qui est frais directement attribuables à la mise en service du bien, plus le coût de démantèlement. Donc, s'il existe et s'ils sont significatifs. Donc, démantèlement, c'est-à-dire on est obligé, par exemple, par contrat, ou bien même donc par nécessité, donc à la fin de, c'est-à-dire à la fin de, par exemple, après 5 ans d'utilisation de la chaîne de production, on doit faire un démantèlement, que ce soit pour donc restituer donc le local donc au propriétaire, ou bien même pour installer donc une nouvelle chaîne de production. Donc on doit faire un démantèlement qui en général il est coûteux. D'accord? Donc quels sont les éléments inclus? Quels sont les éléments à exclure du coût d'acquisition? D'accord? Dans cette partie-là, les frais directement attribuables. Donc nous avons au niveau des éléments à inclure, c'est le prix d'achat, mais net de remise commerciale et rabais. Là, net de remise commerciale et non pas tout ce qui est escompte de règlement.
Donc, c'est juste les remises commerciales et les rabais. Droits de douane et taxes non récupérables à inclure. Les frais de transport et assurance jusqu'au site. Les frais de manutention, montage et d'installation, donc jusqu'à ce que le bien soit exploitable. Donc manutention, montage, installation. Les honoraires d'architectes et d'ingénieurs directement attribuables, c'est-à-dire donc les honoraires des ingénieurs et architectes, donc pour le montage et l'installation. Les frais d'essai avant la mise en service. Donc même les frais d'essai avant la mise en service, on doit les inclure. Et une estimation initiale de coûts de démantèlement ou bien de remise en état. Donc les coûts de démantèlement ou de remise en état, donc on va le constater à travers une provision. À travers une provision vu que on doit l'estimer. Donc c'est quelque chose qui va être réalisé dans 5 ans, bien dans 10 ans, et donc juste on doit l'estimer. Et donc si on doit l'estimer aussi, on doit l'ajuster chaque année, comme toute provision. Donc, si nous avons estimé que le démantèlement de la machine, c'est 5 000 euros, à la fin de la première année, on doit réestimer. Donc, est-ce que c'est bien 5 000 ou bien elle a passé à 7 000? Si elle a passé, on doit actualiser donc la provision et donc le coût d'acquisition va être actualisé. Quels sont les éléments qui sont exclus? Donc, quand on dit qu'ils sont exclus, c'est-à-dire on va les passer en charge et non pas en immobilisation. Donc, nous avons les escomptes de règlement. Donc, vous voyez, tout ce qui est escompte financier et non pas une remise commerciale. Donc, l'escompte de règlement, c'est une charge financière et non pas donc une charge ou bien un produit donc, pour l'entreprise. Donc, l'escompte de règlement. Les frais de formation du personnel, aussi à ne pas inclure dans le coût d'acquisition. Les frais d'ouverture d'une nouvelle installation et de publicité, à ne pas inclure. Les frais administratifs et frais généraux, non directement attribuables. Donc, s'ils sont directement attribuables, il n'y a pas de problème, mais s'ils ne sont pas directement attribuables, à exclure. Les pertes d'exploitation pendant le montage en cadence, la montée en cadence, aussi à ne pas inclure. Les coûts engagés après la mise en service en état d'usage. Donc, une fois donc, la machine elle est en état d'usage, donc elle est en service, donc tout ce qui est coût post, c'est-à-dire après cette date de mise en service, on ne doit pas les immobiliser, mais plutôt on va les passer en charge. D'accord? Donc ça, c'est pour les composantes et coûts d'acquisition. Les confusions les plus fréquentes. Donc tout d'abord, remise commerciale et escompte. Donc les remises commerciales à inclure, c'est-à-dire à déduire du coût, alors que l'escompte de règlement, c'est un produit financier, pas de réduction de coût, on va le passer en produit. Confusion 2, les frais de formation. Donc, même s'ils sont indispensables pour faire fonctionner la machine, les frais de formation du personnel sont des charges de l'exercice. Jamais immobilisés. La logique, à quelle logique? En fait, ces frais de formation, ils profitent au personnel, pas au bien. D'accord? Ils profitent au personnel, pas à la machine. Les frais d'essai. Donc, les frais d'essai engagés avant la mise en service, on va les inclure, on va les immobiliser. Mais les frais engagés après la mise en service, réglage, mise au point, ça, on va les comptabiliser en charge. Donc, la date butoir, c'est la date de mise en service. Maintenant, l'approche par composant, et ça, c'est une étape très importante et un peu délicate. En fait, lorsqu'une mobilisation comprend plusieurs éléments ayant des durées d'utilité différentes. C'est la condition. Donc, chaque élément ou bien composant est comptabilisé et amorti séparément. C'est l'exemple de l'acquisition d'une mobilisation industrielle, dont j'ai la structure, le gros œuvre, donc utilité, durée d'utilité, c'est 40 ans. La toiture, étanchéité, c'est 20 ans. Agencement intérieur amortissable sur 10 ans et installation technique utilisable sur 15 ans. Et donc, lorsque j'achète ce bâtiment-là pour 1 170 000, je ne dois pas le comptabiliser en totalité, donc c'est-à-dire bâtiment 1 170 000,
mais je vais le comptabiliser structure pour 800 000, toiture pour 150 000, agencement intérieur pour 100 000 et installation technique pour 120 000. Pourquoi? Parce que les durées d'utilité, il est différente. J'en ai de 40 ans, 20 ans, 10 ans, 50 ans. Et donc, si j'amortis, par exemple, la totalité sur 10 ans, ou bien la totalité sur 40 ans, donc ça va fausser notre comptabilité. Donc, si on amortit l'immeuble donc en bloc sur 40 ans, par exemple, on sous-évaluerait la charge d'amortissement les premières années. Et on devrait passer une perte importante au remplacement de toiture à 20 ans. Parce que la totalité de ces frais-là, ils seront minorisés, c'est-à-dire amortis non pas sur 20, mais sur 40. Mais on va se trouver, après 10 ans par exemple, donc à refaire les agencements intérieurs. Alors que les amortissements que nous avons appliqués ne couvrent même pas. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé d'amortir sur 40 ans. Donc c'est pourquoi cette approche est là, l'approche par composant. Donc on va comptabiliser élément par élément et on va amortir élément par élément. Pour les structures, on va utiliser une annuité de 1 sur 40. Pour la toiture, donc c'est 1 sur 20. Pour l'agencement intérieur, c'est 1 sur 10 et installation, c'est 1 sur 15. D'accord? Donc ça, l'approche par composant. Quand est-ce qu'on utilise? Comme je vous ai dit, lorsque la durée d'utilité des composants est différente. Trois situations spéciales au niveau de l'immobilisation. Donc, on va trouver, donc à part, donc en général, on ne les trouve pas, mais trois situations qui sont un peu spécifiques. C'est l'immobilisation produite par l'entreprise, c'est-à-dire produite pour elle-même, l'échange d'actifs et le coût de démantèlement. Donc, l'immobilisation produite par l'entreprise. Le coût, ça sera la matière, la main-d'œuvre et autres coûts directement attribuables. Donc, pour le coût d'emprunt, donc il est intégrable si l'actif donc éligible est option retenue, donc la marge interne n'est pas immobilisable. Là, en fait, pour le coût d'emprunt, donc ça, au niveau de coût d'emprunt, donc il y en a de détails au niveau de la norme sur les coûts d'emprunt et quand est-ce qu'on incorpore donc le coût d'emprunt à une immobilisation aussi, ou par exemple aussi au niveau de stock, et quand est-ce qu'on ne peut pas la capitaliser, c'est-à-dire la constater en charge. Pour l'échange d'actifs, c'est-à-dire, donc j'échange avec une autre société, je vais donner mon actif et je vais recevoir un autre actif. Donc là, la norme, elle nous dit pour l'échange d'actifs, le plus important pour nous, c'est l'élément reçu. Pour l'élément reçu en contrepartie de données que nous avons cédées. Donc l'échange au niveau de la norme, elle nous dit qu'elle s'évalue donc à la juste valeur de l'actif reçu. À la juste valeur de l'actif reçu. Sinon, si ce n'est pas possible de le déterminer, on va utiliser plutôt la juste valeur de l'actif cédé. Le coût de démantèlement. Donc le coût de démantèlement, on va la constater dans un compte de provision. Et donc ça sera dans un compte de 158 parce que c'est du passif donc à long terme parce que le démantèlement il va se faire dans quelques années et non pas l'année prochaine. Donc en contrepartie, l'augmentation de coût d'entrée. Donc, parce que le coût de démantèlement, on a dit qu'il est inclus dans le coût de l'immobilisation. Et la particularité, c'est l'estimation actualisée. D'accord? C'est l'estimation actualisée. Donc, on doit réestimer donc, le coût de démantèlement, vu qu'on l'a passé en provision, on doit le réestimer chaque année. Donc, vous achetez un terrain pour 100 000 et vous engagez 8 000 frais notaires et 5 000 droits d'enregistrement. Quel est le coût d'entrée? Le coût d'entrée, ce sera les 100 000 plus le 8 000 plus les 3 000 droits d'enregistrement. Amortissement. Donc, c'est le deuxième thème délicat. On va voir les méthodes. Donc, dans cette partie, donc, il est déjà inclus les méthodes d'amortissement, la durée, la base amortissable et valeur résiduelle, révision du plan d'amortissement.
Donc, vocabulaire à maîtriser. L'amortissement, donc, c'est la répartition systématique de montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Durée d'utilité, c'est la période pendant laquelle l'entité s'attend à utiliser l'actif. Donc, on parle de durée d'utilité. D'accord? Donc, c'est, par exemple, nous avons l'intention, quand nous avons acheté cette machine, de l'utiliser sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans. Valeur résiduelle, c'est le montant que l'entité obtiendra aujourd'hui à la cession de l'actif. Donc, valeur résiduelle, si je vends le bien à la fin, c'est-à-dire après la durée d'utilité, à combien je peux le vendre. Et ça, en fait, ça nécessite certainement l'existence d'un marché d'occasion. La base d'amortissement. Donc, la base d'amortissement, c'est pas le coût d'entrée, mais plutôt le coût d'entrée moins cette valeur résiduelle c'est les significatifs. Autre chose, une précision pour la valeur résiduelle. Là, on utilise ce qu'on appelle la valeur résiduelle nette, et non pas la valeur résiduelle. C'est-à-dire, donc si le bien que je vais vendre, c'est-à-dire cette voiture, après son amortissement total, après par exemple 5 ans, je peux le vendre à 20 000 euros. Ça, c'est la valeur résiduelle. Mais pour réaliser cette vente, je dois dépenser, par exemple, 1 000 euros à une agence ou bien un intermédiaire. Et donc, la valeur résiduelle nette, ce ne sera pas 20 000 euros, mais ce sera 19 000 euros. Et donc ici, on va prendre 19 000 et non pas 20 000. Les modes d'amortissement, donc, ils reflètent donc, le rythme de consommation des avantages économiques. Et ça, c'est la définition au niveau de la norme. Donc, au niveau de la norme, elle nous dit, vous devez utiliser un mode d'amortissement qui reflète le mieux la consommation des avantages économiques futurs. Valeur nette comptable, donc c'est l'équation, donc c'est le reste, donc le coût, moins les amortissements cumulés et les dépréciations. D'accord? Donc durée d'utilité, il est différent de durée de vie. Donc durée d'utilité est spécifique donc, à l'entreprise. Donc une voiture peut rouler 15 ans, ça c'est la durée de vie, mais l'entreprise prévoit la garder que 5 ans. Donc ça c'est la durée d'utilité. Les méthodes d'amortissement. Donc, on va commencer par la méthode la plus utilisée, la méthode linéaire. Donc, la méthode linéaire consiste à quoi? C'est la base d'amortissement qui est le coût moins la valeur résiduelle divisé par la durée d'utilité. Donc, c'est la méthode la plus utilisée. Charge est constante chaque année, prorata temporis, la première et la dernière année. Donc, là, pour l'amortissement linéaire, il faut faire attention à deux choses. C'est le prorata temporis. Et prorata temporis, la question se pose la première année, c'est-à-dire l'année d'acquisition, et la dernière année. Parce qu'en général, l'acquisition ne va pas se faire le 1er janvier. Donc elle va se faire par exemple le 1er mai, donc durant le mois de juin, de septembre, d'octobre, de novembre. Et donc, en général, l'opération d'acquisition, elle se fait au courant de l'année. Et donc, pour l'amortissement, la première année, on ne va pas prendre les 12 mois, mais plutôt on va prendre la période restante, c'est-à-dire la période de date d'acquisition jusqu'à la fin d'année. On va trouver par exemple 4 mois, et donc on va prendre l'annuité fois 4 sur 12. La même chose la dernière année. Donc, si nous avons acheté donc, le bien au mois d'avril, et donc on va amortir par exemple sur 8 mois, la première année. Et donc la dernière année, ça sera le complément, donc ça sera les 4 mois du 12 mois. Donc 12 mois, moins 8 la première année, ça va rester 4 mois pour la dernière année. Donc le prorata temporis, il faut faire attention pour la première et la dernière. Si on n'applique pas le prorata temporis surtout pour la dernière année, on va se trouver dans une situation où la valeur nette comptable va devenir négative. D'accord? Et donc ça, c'est parmi les erreurs aussi à éviter. Donc la valeur nette comptable, donc, elle ne doit jamais descendre de zéro. Exemple chiffré. Par exemple, nous avons acheté une machine, donc mise en service le premier 4. Le coût 120 000, valeur résiduelle nette 10 000, durée 5 ans. Donc la base d'amortissement, on a dit c'est le coût d'acquisition moins la valeur résiduelle nette. Donc ça sera 110 000. Donc on n'a pas à amortir 120 000. On n'amortit que les 110 000. Par la suite, nous avons donc un amortissement sur 5 ans. Donc l'amortissement plein. Donc si je vais amortir sur toute une année,
Donc, je vais prendre 110 000 sur 5. Mais là, vu que l'acquisition, donc, elle est faite le premier 4, et donc, il n'y en a que 9 mois seulement. D'accord? Je vais utiliser cette machine la première année, c'est-à-dire l'année N, que pendant 9 mois, du premier 4 au 31/12. C'est pourquoi cette annuité pleine, je vais la multiplier par 9 et je vais diviser par 12, je vais trouver 16 500. D'accord? Donc, 9 mois. Donc, la première année, donc c'est juste 9 mois. Donc, le cumul d'amortissement, on va prendre que 16 200. La deuxième année, on va prendre une annuité complète. Donc, c'est 22 000. Les restes d'années, ça sera toujours 22 000. Et la dernière année, donc, vu que là, nous avons pris 9 mois, la dernière année, ça doit compléter les 12 mois. Donc, ça va être juste 3 mois. Donc 22 000 fois 3 sur 12, on va trouver 5 500. Donc l'annuité et une des annuités, elle sera répartie entre la première année et la dernière année. D'accord? L'essentiel, c'est que, à vérifier absolument, que le cumul des amortissements ne doit pas dépasser donc la base d'amortissement. Donc comme ici, le cumul d'amortissement c'est 110 000, et nous avons la base d'amortissement, c'est 110 000. Donc nos calculs sont corrects. Une deuxième méthode qui est utilisée et encouragée fiscalement, donc on trouve des fois qu'un avantage fiscal est accordé pour les entreprises pour utiliser un taux dégressif. Un taux dégressif, c'est-à-dire un taux très important la première année et par la suite, donc il va descendre, c'est-à-dire il va se réduire donc au fil des mois. Donc le taux dégressif, c'est le taux linéaire fois donc un coefficient. Et comme je dis en général, c'est pour bénéficier d'un avantage fiscal. C'est-à-dire la fiscalité, bien l'administration fiscale, elle vous autorise de constater une charge importante les premières années, donc juste pour vous encourager. D'accord? Mais ça, c'est en général, c'est purement fiscal. L'autre méthode, donc utilisée aussi, c'est la méthode des unités d'œuvre, c'est-à-dire unité d'œuvre. Donc nous avons par exemple une machine, le constructeur il nous dit que cette machine est capable de produire durant sa durée de vie 100 000 articles. Et donc chaque année, fin de chaque année, je vais calculer le nombre des articles produits durant l'année et je vais calculer un pourcentage. Donc le nombre, combien j'ai calculé, j'ai fabriqué cette année, j'ai fabriqué 30 000 par rapport à 100 000, donc c'est 30 000, 30%. Et donc, cette année, je vais prendre la base d'amortissement, je vais la multiplier par 30%. L'année suivante, j'ai produit 40 000. Donc, 40 000 par 100 000, ça fait 40%. Et donc, la base d'amortissement fois 40%. Donc, ça va dépendre selon le rythme de production. Ou bien, par exemple, le matériel de transport sur la base d'un kilométrage, par exemple, à courir. Et chaque année, je vais calculer combien de kilométrage a été parcouru donc cette année. Et on va utiliser un coefficient, donc le kilométrage parcouru divisé par 300 000 pour trouver un pourcentage qu'on va appliquer sur la base d'amortissement. Quelle méthode choisir? Donc, la méthode de choisir, donc selon la norme, elle nous dit, vous devez choisir la méthode qui reflète le mieux la consommation des avantages économiques futurs. Donc, c'est ça, comptablement à utiliser. Mais comme je vous ai dit, il y en a des fois des incitations fiscales qui nous poussent à utiliser la méthode d'amortissement dégressif pour nous permettre de déduire donc un maximum de charges les premières années. Erreur à ne pas commettre. Donc piège 1, c'est démarrer l'amortissement à l'acquisition au lieu de la mise en service. Donc nous avons dit une règle, l'amortissement doit commencer à partir de la date de mise en service et non pas la date d'acquisition. C'est-à-dire je peux faire l'acquisition le 1er janvier, mais la mise en service, c'est plutôt le 1er avril. Donc l'amortissement cette première année, il doit commencer de 1er avril, c'est-à-dire je vais prendre que 9 mois seulement, et non pas une année.
Piège 2, c'est oublier la valeur résiduelle. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est la valeur résiduelle nette, c'est-à-dire la valeur du bien d'occasion à la fin de période, déduction faite de tout ce qui est coût nécessaire pour réaliser cette vente. Troisième piège, ne pas réviser le plan d'amortissement. Donc, le durée d'utilité, la valeur résiduelle et le mode d'amortissement doivent être revus au moins fin d'exercice. Parce qu'il y en a des choses qui sont variables, telles que la valeur résiduelle, elle peut changer. Si j'ai, par exemple, une estimate de coût de démantèlement, vu que ça a été constaté par provision, et donc aussi, ça peut changer. Quatrième piège, donc, c'est de confondre amortissement et dépréciation. Donc l'amortissement, c'est une répartition de coûts sur la durée d'utilité, alors que la dépréciation, c'est la provision, donc c'est une perte de valeur non prévue, donc c'est une perte exceptionnelle ou ponctuelle. Les écritures d'amortissement, pour passer l'écriture d'amortissement, on va utiliser un compte de charge, dotation aux amortissements, et un compte d'immobilisation 28. Donc, c'est un compte soustractif de l'immobilisation. Donc, amortissement des immobilisations corporelles. Au niveau de bilan, donc, pour nous en Tunisie, donc, on a cette présentation. On met le brut et en dessous, donc, on doit mettre l'amortissement et la provision et calculer le net. Pour les normes internationales, donc, c'est plutôt le net directement. Mais au niveau de bilan, on met que le net. Il n'y a pas de brut et dépréciation. Les dépréciations. Donc, c'est le quatrième thème délicat. Donc, la distinction avec l'amortissement, les indices de perte de valeur, calcul de valeur recouvrable et la comptabilisation. Pour la dépréciation, pour les immobilisations, la particularité des immobilisations, la dépréciation, le test de dépréciation n'est pas automatique. On n'est pas tenu de réaliser des tests de dépréciation fin de chaque année. Donc là, la norme, elle est claire. Donc la norme internationale, bien la norme locale, donc elle vous dit, vous devez, s'il y en a des indices de dépréciation, des indicateurs de dépréciation, en ce moment-là, vous faites le test de dépréciation. Donc le test de dépréciation, vous le faites que s'il y en a des indices ou bien des indicateurs de dépréciation. Donc ça, c'est une comparaison entre l'amortissement et la dépréciation. Donc la différence au niveau de la nature, l'amortissement, c'est une constatation systématique de consommation des avantages économiques futurs, et la dépréciation, c'est une constatation d'une perte de valeur exceptionnelle. Caractère, donc là, c'est définitif et irréversible pour l'amortissement. Pour les dépréciations, c'est réversible. Donc on peut, j'ai constaté aujourd'hui une dépréciation et par la suite il y a eu une reprise, donc je vais annuler une partie ou bien la totalité de la provision. Calcul, donc selon le plan linéaire ou dégressif, là selon le test de dépréciation. Fréquence au niveau de l'amortissement, c'est à chaque clôture. Pour les dépréciations, comme on a dit, c'est pas automatique, seulement s'il y en a des indices de dépréciation. Les comptes de charge, les deux sont dans deux comptes de charge, dotation en provision et la dotation pour dépréciation, bien dotation pour dépréciation, provision pour dépréciation. Les comptes d'actifs, donc c'est le 28 ou 29. Impact sur la base de l'amortissement futur. Donc au niveau de l'amortissement, il n'y a pas d'impact, mais pour les dépréciations, oui. Donc la base, elle va changer. Base d'amortissement futur. Les indices de perte de valeur. Comme on a dit tout à l'heure, la dépréciation n'est pas automatique. On ne fait pas de test de dépréciation automatiquement pour les immobilisations. C'est comme par exemple, donc le cas inverse, c'est le cas pour les stocks. Pour les stocks, on doit faire les tests de dépréciation chaque année. Mais pour les immobilisations, le test de dépréciation, il est conditionné par l'existence des indices de dépréciation. S'il y en a des indices de dépréciation qui sont révélés, en ce moment-là, on fera le test de dépréciation. S'il n'y a pas des indices de dépréciation, on ne fait pas donc ces tests de dépréciation.
Donc, à chaque clôture, l'entreprise donc apprécie s'il existe. Voyez? Donc, s'il existe, donc un indice indiquant qu'un actif a pu perdu de la valeur. Si oui, test obligatoire. Test de dépréciation, elle est obligatoire. Donc, le test de dépréciation n'est obligatoire seulement si il existe un indicateur ou bien un indice de dépréciation. Quels sont les indices externes? Par exemple, une baisse significative de la valeur de marché du bien. Donc, pour moi, donc, le bien, je l'ai acheté, par exemple, pour 40 000 euros. Maintenant, il y en a une nouvelle technologie. Donc, le bien, il est présenté que pour 20 000 euros. Changement défavorable dans l'environnement technologique, économique ou juridique. La même chose. Donc, changement défavorable dans l'environnement technologique, par exemple, l'apparition d'une nouvelle technologie. Juridique, par exemple, il y en a une interdiction, par exemple, ou bien limitation d'utilisation concernant cette machine, vu que, par exemple, elle est polluante. Hausse de taux d'intérêt affectant la valeur d'usage, donc ça c'est le cas exceptionnel en cas d'inflation. Capitalisation boursière, donc elle est inférieure à l'actif net comptable. Les indices internes. Indice interne au niveau de la machine. Par exemple, j'ai constaté une obsolescence ou bien une détérioration physique. Donc au niveau de bien, donc malgré qu'il est destiné à rester, par exemple, euh, à travailler, à fonctionner pendant encore 3 ans, mais j'estime maintenant avec son état physique et la détérioration physique qu'il ne peut pas rester plus qu'une année, par exemple. Changement d'utilisation, mise en rebut, restructuration, plan de cession. Donc cette machine que j'ai utilisée auparavant, je l'ai mis en rebut, donc elle n'est plus utilisable. Ou bien restructuration donc de l'entreprise, ou bien plan de cession, c'est-à-dire j'ai programmé de la céder. Performance économique inférieure aux prévisions, par exemple, lorsque j'ai acheté la machine, donc c'est bien indiqué que la production, elle sera de, par exemple, 10 000 articles par mois, alors que concrètement, donc après quelques mois, donc la machine, elle produit maintenant que 8 000 seulement par rapport à 10 000 qui sont prévus. Sous-emploi prolongé d'une machine. Donc la machine qui est normalement devrait être utilisée par exemple 8 heures par jour, donc elle n'est utilisée que 4 heures par jour, vu qu'il n'y a pas de demande, bien euh, donc pour n'importe quelle raison. Donc s'il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de test. Indice détecté, le test il devient obligatoire. Calcul de valeur recouvrable. Donc, au niveau de la valeur recouvrable, c'est une formule à calculer, donc à vérifier. Là, la valeur recouvrable, c'est quoi? La valeur recouvrable, c'est la valeur la plus élevée entre la valeur d'usage et la juste valeur moins le coût de cession. Valeur d'usage, c'est quoi? La valeur d'usage, c'est l'actualisation des flux futurs qui vont être générés par le bien. Et la juste valeur est l'autre partie, l'autre élément. En fait, on va chercher le max entre la valeur d'usage, qui est la valeur actualisée des flux futurs, donc attendue de l'utilisation contenue de ce bien, et la juste valeur moins le coût de cession. D'accord? Donc, pour prix obtenu de la vente de biens de l'actif dans des conditions concurrentielles normales, diminuées de coûts directement attribuables à cette cession. Et donc là, pour la détermination de la juste valeur, il y en a quelques difficultés. Donc ça suppose une projection de cash flow. Donc à estimer, donc la difficulté réside au niveau de l'estimation de ces cash flows et aussi au niveau de taux d'actualisation qu'on va utiliser qui doit refléter le risque spécifique de l'entreprise. Pour la juste valeur moins le prix de cession, ça suppose qu'il y a un marché actif des produits d'occasion, l'existence d'une expertise, expert, c'est-à-dire dans l'évaluation, et transaction, ou bien une transaction comparable. Donc, si la valeur nette comptable, c'est-à-dire la valeur brute, moins les amortissements et les provisions, soit supérieure à la valeur recouvrable, qui est le max entre ces valeurs-là, une dépréciation doit être comptabilisée. Pour quelle valeur? C'est la valeur nette comptable moins cette valeur recouvrable.
j'ai une valeur nette comptable pour 180 000 et la valeur recouvrable, elle n'est que de 160 000. Et donc, c'est-à-dire, j'ai un bien, un actif, qui est valorisé au niveau de mon actif pour 180, alors que sur le marché, il ne fait que 160. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois constater une dépréciation pour la différence. Comptabilisation et impact. Donc, exemple, machine, valeur nette comptable 130, valeur recouvrable 110 000 seulement. Et donc, j'ai 20 000 à constater. Voilà comment je la constate. Dotation pour dépréciation à dépréciation. Conséquences sur l'amortissement futur. Donc, l'amortissement futur, ça sera tellement, il sera impacté par cette dépréciation. D'accord? Parce que on va calculer une nouvelle valeur nette comptable. Et cette valeur nette comptable, on va l'amortir sur le reste de la durée d'utilité du bien. Par exemple, là, j'ai constaté une dépréciation de 20 000. Donc, la valeur nette comptable, pour ce cas-là, qui était 130 000, auparavant, ça a été 130 000. Maintenant, elle va devenir seulement 110 000 seulement. Donc, on va prendre les 110 000 et on va les amortir sur la période restante. Par exemple, il reste 3 ans. Donc, les prochaines dotations, ils seront 110 000 par 3. Donc, la nouvelle base d'amortissable devient la valeur nette comptable après dépréciation, c'est-à-dire les 110 000, répartie sur quoi? Répartie sur la durée d'utilité restante. D'accord? Donc, l'amortissement ou la dépréciation, elle va pas se faire, elle va se faire d'une façon prospective et non pas rétrospective. On ne va pas revenir sur les années antérieures. Donc, on va appliquer pour les années prochaines. Donc, si la machine avait 5 ans, par exemple, restant, donc la nouvelle annuité, ça sera 110 000 qui est divisé par 5, qui est la durée d'utilité restante. Et donc, on va constater une dotation pour 22 000 seulement, et non pas 26 000. Les 26 000, c'est les 130 000 divisé par 5. Reprise de dépréciation. Si dans un exercice ultérieur, donc là, la spécificité, la particularité de dépréciation, vu qu'elle est constatée dans un compte de provision, donc on doit la réévaluer chaque année, et ça peut que ce soit annulé, c'est-à-dire une reprise de la dépréciation, contrairement donc aux amortissements, qu'il n'y a pas de modification. Donc reprise de la dépréciation. Si dans un exercice ultérieur, un indice montre que la perte de valeur elle est diminuée, et là, on fait une reprise. D'accord? Mais il faut faire attention, la reprise doit être limitée à ce qu'aurait été la valeur nette comptable sans dépréciation. C'est-à-dire, si j'ai fait une dépréciation, par exemple là, le cumul des dépréciations que j'ai réalisées, ça fait 20 000. Les reprises, ils ne doivent jamais dépasser les 20 000. D'accord? Difficultés rencontrées pour les PME pour appliquer ce que nous venons de voir. Donc tout d'abord, l'estimation de flux futur. Donc ça, pour cette partie-là, pour la valeur, donc la valeur d'usage. Et qu'on a dit que la valeur d'usage, c'est l'actualisation des flux futurs. Là, il y a une difficulté à estimer donc ces flux futurs pour les PME. Aussi, le taux d'actualisation, qu'on a dit que le taux doit refléter donc le risque entreprise. Donc ça, une difficulté à justifier. Il y en a aussi au niveau de la norme internationale ce qu'on appelle unité génératrice de trésorerie. Lorsque l'élément seul ne génère pas. Exemple, j'ai une immobilisation, mais à elle seule, elle ne génère pas de trésorerie. Et donc là, comment on doit le faire? On doit la traiter, on doit l'associer donc à un ensemble de biens qui devient ce qu'on appelle une unité génératrice de trésorerie. Donc un ensemble de biens, un regroupement d'actifs qui soit capable de générer des trésoreries. Documentation. Pour passer l'audit, c'est-à-dire au mot de l'audit, il faut documenter les tests de dépréciation, les hypothèses utilisées, les calculs et la sensibilité. Tentation de déférer. Donc, une dépréciation impacte le résultat. Donc, pression managériale. Donc, ça, c'est pour les dépréciations en général.
les managers, ils évitent à le faire. Pourquoi? Parce que ça va baisser leurs résultats. Donc, votre entreprise a une machine acquise pour 100 000 il y a 4 ans, amortie linéairement sur 10 ans. Donc, au 31/12, la machine propose donc, le marché propose une machine équivalente d'occasion pour 35 000. Que devrait-on faire? Donc, on doit comparer donc, la valeur nette comptable, c'est-à-dire ce bien-là après les amortissements, avec cette valeur du marché. S'il y en a donc, si la valeur nette comptable est supérieure à 35 000, on doit constater une provision, sinon on fait rien. Donc, on va s'arrêter là. On va laisser pour la prochaine fois, on va voir, on va réviser un peu cette partie de réévaluation et scission. Et on va faire donc quelques cas pratiques. On les fera, Inch'Allah, dans la prochaine séance. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que nous avons vu aujourd'hui? Donc, c'est une révision Non, de la norme. On va la compléter la prochaine fois et on va faire quelques exemples aussi la prochaine fois. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie d'être là ce soir. Donc, notre rendez-vous, ce sera donc le mardi prochain. À très bientôt. Au revoir.